Au cours des 30 dernières années, le jeu vidéo est sans aucun doute devenu le divertissement le plus populaire et qui cible pratiquement toutes les générations. PC, console de salon et portable, smartphone et tablette, il y en a pour toutes les plateformes, tous les âges et surtout tous les goûts. Mais j'ai une théorie selon laquelle l'industrie du jeu vidéo s'apprête à vivre un très gros changement. Je pense très fort et je n'ai pas peur de le dire que d'ici quelques années, les consoles de salon risquent tout simplement de disparaître définitivement. Donc laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que cela risque d'arriver. Avant ça, si vous voulez soutenir mon travail sur la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si vous avez quelque chose à dire et à partager également. Et puis bon, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, ça me soutient énormément, c'est gratuit et ça met beaucoup la chaîne en avant. Vous avez déjà probablement dû l'entendre quelque part, le premier jeu vidéo est apparu fin des années 50 avec un jeu qui s'appelait Tennis for Two. Mais saviez-vous que ce premier jeu vidéo n'est ni apparu sur console, ni sur PC, ni même sur quelconque forme d'appareil que vous pourriez connaître? Car en effet, le tout premier jeu vidéo du monde a vu le jour sur un oscilloscope. Dit comme ça, c'est vrai que ça doit paraître complètement farfelu. C'est plus ou moins la même chose que si je vous annonçais que le premier jeu était sorti sur un lave-vaisselle. Vous vous en doutez, l'oscilloscope n'était pas destiné à cette utilisation et surtout n'était pas un produit destiné au grand public. Ces jeux n'ont donc jamais vu le jour et sont restés enfermés dans leur labo un petit peu comme des expériences. Et donc le jeu vidéo n'a réellement vu le jour que 20 ans plus tard avec le jeu Adventure sur PC. Entre temps, une grosse nouveauté qui allait tout changer est venue s'ajouter au monde du jeu vidéo. Les premiers jeux interactifs ayant fait leur apparition et de l'autre côté l'introduction de la télévision dans les foyers, la suite logique ne pouvait être que la console. Les choses ont commencé à beaucoup plus se dessiner en 1984 avec la sortie du jeu PC King's Quest, Quest for the Crown. Le premier jeu a utilisé des graphismes en 2D. À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à devenir très sérieuses. La Magnavox Odyssey, l'Atari 2006 dont vous avez très certainement déjà entendu parler, l'Intel Vision ou encore la ColecoVision pour ensuite arriver à la légendaire Nintendo Entertainment System que vous connaissez très certainement sous le pseudonyme de NES. Le jeu vidéo a connu des jours merveilleux et une gloire époustouflante. Et il est important de comprendre que ici ce n'est pas la nostalgie qui parle, mais bien la réalité. À l'époque, tout ce qui sortait donnait un sentiment de nouveauté et de découverte, certainement car tout évoluait à très grands pas et que nous n'étions pas autant habitués que nous le sommes aujourd'hui, où le jeu semble presque avoir atteint son apogée. Également parce que les concepts ne semblaient pas aussi épuisés qu'aujourd'hui, où les studios peinent de plus en plus à nous sortir des jeux innovants. Que ce soit les jeux ou les consoles, on a l'impression que pratiquement chaque nouvelle sortie est similaire à la précédente et plus rien ne nous impressionne. Même si bien entendu, il arrive encore aujourd'hui que des jeux très cool et qualitatifs nous soient proposés de temps en temps. Mais le fond du problème n'est pas vraiment là, puisque c'est aussi le cas des jeux PC, étant donné qu'on a le droit aux mêmes jeux sur les deux plateformes, et ça, c'est justement là que les problèmes commencent. À une époque, les trois concurrents majeurs que sont Sony, Microsoft et Nintendo savaient comment attirer le consommateur chez eux plutôt que chez le voisin. Que ce soit en jouant sur les exclusivités ou les features, il y avait parfois de très bonnes raisons pour se diriger vers une console plutôt qu'une autre. Depuis quelques années, et encore à l'heure actuelle, les exclusivités se font extrêmement rares. On a le droit à des jeux comme God of War, Horizon ou encore Death Stranding en exclu sur PlayStation, mais qui finissent toujours par sortir sur PC quelques années plus tard, et qui font que par conséquent, non seulement on est pas obligé de changer de plateforme, mais en plus qui peuvent être avantageux puisque parfois on peut les obtenir à prix moins coûteux. Car oui, j'insiste fortement sur cette information, mais les jeux ont tendance à être pas mal plus chers sur console, mais ça, on y reviendra plus tard. Sur Xbox, c'est encore plus compliqué. Ils ont des exclus comme par exemple Warhammer 40 000 ou encore Starfield, mais qui sont également disponibles sur le Game Pass et donc par conséquent sur le PC également. Et d'ailleurs, encore quelque chose de très important à retenir, le Game Pass. Faut bien que vous compreniez ici que cette vidéo n'a pas pour but de faire un console vs PC, ni même pour vous faire aimer plutôt un camp que l'autre, que ce soit Xbox, PlayStation, Nintendo, c'est absolument pas le sujet. Laissez-moi vous donner encore quelques informations et ensuite vous dire ce qu'il pourrait se passer suite à tout cela. Au-delà de ce manque d'exclusivité, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, le prix est un facteur très important. Lors de l'apparition des premières consoles déjà dites next-gen, donc PS3 et Xbox 360, les jeux coûtaient en moyenne entre 40 et 60 euros. Aujourd'hui, un jeu next-gen, en fonction de là où on va l'acheter, coûtera entre 70 et 80 euros. C'est énorme. Il y a bien entendu des jeux moins coûteux, mais lorsqu'il s'agit d'un AAA, on descend très rarement en dessous de cette tranche de prix. En moyenne, sur PC, un jeu AAA coûte environ 50 à 60 euros. Évidemment, si ce jeu paraît sur console next-gen en même temps que sur PC, les prix vont être synchronisés. Mais lorsqu'il s'agit de jeux qui ne sont pas sur console, les prix vont être moins chers et en incluant le fait qu'il y ait des plateformes comme Instant Gaming qui proposent les jeux moins chers. Et souvent, quand j'en débat avec des gens qui défendent très fortement les consoles, la réponse va être « oui, mais la console coûte quand même moins cher que le PC ». C'est un argument qui se tient totalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, trouver un PC qui
se trouve au même prix que les consoles next-gen, ça va pas du tout être la même chose d'un point de vue rapport performance-prix. Mais posons-nous un petit peu et faisons un petit calcul. Une PlayStation 5 coûte aujourd'hui 550 €. Et acheter 10 jeux sur cette console nous coûterait entre 700 et 800 €. Donc pour une console et 10 jeux, entre 1250 et 1350 €. Pour un PC aussi puissant qu'une PS5 aujourd'hui, voire même un peu plus, sans pénurie, on peut totalement se démerder avec environ 800 €, peut-être même un peu moins. On imagine donc un PC à 800 € avec 10 jeux, coûtant entre 50 et 60 €. On arrive donc à un total de 1300 à 1400 €, et si on passe par une plateforme telle que Instant Gaming par exemple, on peut avoir les jeux moins chers et donc s'en tirer pour généralement beaucoup moins cher. Et pour un total de 10 jeux, je vous parle pas de 20 à 50 € moins cher sur le tout, non, ça peut très vite faire un total de moins 100 voire moins 200 €. Donc au final, les prix pour les deux restent assez similaires. Et ici, on va pas départager de oui mais un PC c'est mieux, oui mais une console c'est mieux, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est juste pour vous dire qu'on n'en est plus au point de dire que c'est plus cher ou moins cher, non. Et si vous doutez du fait qu'aujourd'hui il est possible de concevoir un tel PC pour cette tranche de prix là, je relève le défi quand vous voulez. L'autre alternative qui existe depuis quelques années pour payer ces jeux moins chers aussi bien sur console que sur PC sont le Game Pass et le PS Now chez Sony. Mais du coup, on en arrive probablement au plus gros des arguments qui fait que les consoles de salon vont potentiellement disparaître. Est-ce que vous avez vu passer ces derniers mois sur les réseaux tous ces gérants et vendeurs de boutiques de jeux vidéo exposer le fait qu'il y a de plus en plus de PlayStation 5, de Xbox Series qui sont mis chez eux en vente en occasion, et parfois même à des prix ridicules pour les dégager au plus vite. C'est pareil sur des sites comme Deuxième Main ou Le Bon Coin. Il y a plus de 20 putains de pages avec des PlayStation 5 en vente, et encore bien plus pour les Xbox Series. Tous les scalpers qui ont profité de la pénurie pour acheter un masse de PS5 pour pouvoir les revendre n'arrivent plus à les vendre aujourd'hui. Ils se retrouvent avec un stock énorme sur le dos. Et Sony et Microsoft confirment de leur côté d'énormes baisses de vente de leurs consoles qui n'ont pourtant que 3 ans. Donc des prix très élevés, un manque d'exclusivité, l'énorme concurrence que représente le PC, et surtout, je reviens encore là-dessus, les catalogues de jeux style Game Pass et PS Now qui représentent tout simplement le fait que Sony et Microsoft pourraient très bien continuer à vendre ce qu'il y a dans leur catalogue sans même devoir vendre une seule console. Évidemment, dire que ces éléments sont les seuls à freiner les ventes des marques depuis la sortie de leur dernière console, ce serait faux. Le confinement et ce qu'il a engendré a également eu un impact très néfaste sur leurs ventes. Mais d'un autre côté, ces mêmes articles qui déclarent que leurs ventes sont en baisse stipulent pour la plupart que malgré ça, les bilans ne sont pas mauvais, notamment grâce à ces catalogues et aux plateformes de cloud gaming. Et c'est ça qui va nous faire enfin rentrer dans le vif du sujet. Peut-être que vous le savez déjà, mais la vente de consoles en elle-même n'a jamais été un marché bénéfique pour des fabricants tels que Sony ou Microsoft. Généralement, ces marques vendent même leurs consoles à perte, et ça, c'est une information officielle, c'est pas une supposition. Alors vous me direz, pourquoi continuer à les fabriquer et à les vendre si ça leur rapporte rien et que ça leur coûte de l'argent? Et croyez-moi, des réponses à ça, il y en a beaucoup. Pour pouvoir vendre un jeu sur une console, il ne suffit pas juste de le créer, d'imprimer la jaquette, de le graver sur un CD et de le faire mettre dans un magasin pour qu'il se vende. Vendre des jeux sur ces consoles, c'est bénéficier d'une plateforme, donc d'un service qui est mis à disposition par son fabricant. Un service, c'est jamais gratuit, à part entre amis et encore. Vendre un jeu sur une console, c'est payer une taxe qui est imposée par la marque, une taxe que l'on appelle la redevance. Pour chaque jeu vendu, les éditeurs payent donc une redevance aux fabricants de consoles, ce qui leur permet d'amortir la création de leur console déjà et de faire des bénéfices au vu du nombre de jeux vendus. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Les abonnements aux services en ligne de leur console leur rapportent de l'argent, ou encore les accessoires tels que les manettes, les casques, les supports de recharge, qui sont des produits qui ont des marges bénéficiaires bien plus élevées que les consoles en elles-mêmes. Les contenus téléchargeables tels que les DLC, ou encore les microtransactions comme les achats de skins. Par exemple, si vous achetez un skin Fortnite sur PS5, l'intégralité de l'argent ne va pas directement à Epic Games. Et oui, Sony prend sa redevance. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a valu à Fortnite de se faire dégager de l'Apple Store et du Google Play en 2020 pour avoir tenté de contourner ce système de redevance sur la version mobile du jeu. Et alors, les catalogues tels que le Game Pass et le PlayStation Now rapportent beaucoup d'argent. Et dites-vous que c'est pas tout, il y a encore d'autres petites choses assez subtiles. Par exemple, si je vous dis Netflix, vous visionnez des films et des séries sur Netflix grâce à votre console, ce qui rapporte donc de l'argent à Netflix. Et vous vous doutez bien que Sony et Microsoft ne vont pas rester les bras croisés à rien faire en regardant Netflix faire de l'argent grâce à leur console. Comme vous le voyez, il y a énormément de moyens pour que ces marques gagnent de l'argent, et la vente de consoles n'en fait pas vraiment partie. Cependant, si ces moyens de rémunération existent, c'est parce que les consoles existent. Si les fabricants de consoles prennent des redevances sur les jeux, c'est parce qu'ils sortent sur leur console. S'ils vendent des DLC, font des microtransactions, vendent des accessoires, des abonnements, c'est parce que leur console existe. Microsoft et Sony ne vendent pas tellement de consoles que ça, ce qui peut leur poser problème, puisque ce sont des consoles qu'ils vendent à perte pour faire bénéficier de leur service. Si plus personne n'achète ces consoles tôt ou tard, ce qui en soi n'arrivera jamais, ils auront toujours des acheteurs. Mais dites-vous qu'entre la PS4 et la PS5, il y a environ 80 millions de ventes en moins de consoles pour la PS5. C'est
titanesque, c'est énorme. Et quand on sait que la durée d'une génération de consoles avant que Sony et Microsoft décident de ne ressortir des consoles par la suite, c'est environ 7 ans, ça voudrait dire que là, la PlayStation 5 et la Xbox Series, elles en sont plus ou moins déjà à la moitié de leur vie et n'ont même pas atteint la moitié de ce qui avait été vendu pour la console précédente. Forcément, vous vous doutez bien que ces fabricants ont du souci à se faire et s'en font probablement déjà. Et pour ça, j'ai envie de vous parler de quelqu'un, d'un acteur majeur du monde du jeu vidéo dont j'ai très peu parlé finalement dans cette vidéo, je les ai un petit peu cités mais pas tellement que ça, qui en quelques années seulement ont fait la prouesse de faire totalement l'inverse et qui n'ont pratiquement jamais autant vendu que maintenant. Je parle bien entendu de Nintendo. Si j'ai pas encore trop parlé d'eux jusqu'ici dans cette vidéo, c'est pas du tout parce qu'ils sont complètement à la traîne niveau hardware sur les deux concurrents. Parce que clairement aujourd'hui, même si la qualité et les performances sont des critères qui sont hyper importants dans le monde du jeu vidéo, c'est pas eux qui prônent. Et ça, Nintendo l'ont très bien compris. Si j'en parle que maintenant, c'est parce qu'ils se sont totalement démarqués. Que ce soit avec les produits qu'ils proposent ou leur façon de faire. Je vais vous citer un petit exemple. On a tous été surpris d'apprendre récemment, enfin pas tellement que ça, que le 3 n'aurait pas lieu cette année. Étant donné qu'avant même qu'il ait lieu, ce salon était déjà destiné à être vide de public cette année, les marques ont pris la décision de faire leurs conférences via des plateformes de streaming, chose qui se fait depuis un petit moment maintenant à cause de tout ce qu'il y a eu par rapport à la pandémie. Et bon tel que se présentent les choses aujourd'hui, on peut présager qu'il n'y aura plus jamais de 3, que c'est possiblement la triste fin définitive de cet événement et qui donc peut laisser comprendre que c'est également la fin d'une ère dans le monde du jeu vidéo. Mais pour en revenir à Nintendo, savez-vous à quand remonte leur dernière conférence en physique à l'E3 ? Elle remonte à 2012. Depuis lors, Nintendo a toujours été présent en tant qu'exposant au salon, mais n'a plus partagé la scène avec ses concurrents en préférant communiquer à travers des enregistrements vidéo. La marque a toujours cherché à se différencier des autres, que ce soit à travers de leurs actes, leurs licences ou celles de leurs partenaires qui ne sortent pas du rang et qui restent fidèles à la direction qu'ils suivent. Les grands, les petits, les novices les plus expérimentés et les nostalgiques, Nintendo s'est tourné vers tout le monde, mais surtout vers l'innovation avec des concepts qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. La Wii fut une première approche vers une nouvelle façon de jouer. Plus besoin d'être accroché à une manette et de rester assis. Mais c'était pas encore suffisant. Le sport c'est bien, mais pas pour tout le monde. Après ça, il y a eu la Wii U. Une tentative audacieuse et pleine de bonnes idées, mais un échec inévitable. Pouvoir jouer dans son lit avec un écran sur le gamepad, c'est une excellente idée, mais pas s'il faut allumer une console qui doit rester branchée et à laquelle il faut rester collé sous peine de perdre la connexion entre les deux. En gros, une console portable qui n'en est pas une. Et puis est venue l'idée du siècle. La Switch. Une console qui certes n'égale pas ses concurrents en termes de puissance, même si c'est suffisant pour le type de jeu qu'elle proposait jusqu'à maintenant. Mais une console qui pose de nouvelles bases pour le futur du monde du jeu vidéo. Une portabilité non dépendante d'une station fixe, on peut donc l'emporter où on veut, la possibilité de la brancher sur cette même station et donc de pouvoir y jouer sur grand écran, et dès qu'on en a marre d'être assis sur ce canapé devant le grand écran ou qu'on doit bouger, on la prend et on peut continuer à jouer comme si c'était rien passé. Et comme si tout ça ne suffisait déjà pas, la possibilité d'y détacher les manettes qui se transforme en double manette, donc en achetant une manette on en reçoit deux, et qui du coup permet également de reprendre en partie le concept de mouvement proposé par la Wii. Mais ce qui est drôle avec cette console, c'est que malgré toute la shitstorm qu'elle se prend depuis des années, à cause de son hardware qui commence à dater et qui n'est pas du tout à la hauteur des consoles puissantes qu'on a aujourd'hui, dans le classement des meilleures ventes de consoles sorties depuis le début, la Switch est en fucking 3e position, et est extrêmement proche de la première position qu'occupe la PlayStation 2 depuis plus de 20 ans maintenant. Et preuve que Nintendo sont forts, la putain de Nintendo DS est seulement à 1 million de ventes d'écart de la PS2. Comment est-ce possible pour une console dont les graphismes sont dépassés depuis 2013 et sur laquelle il y a autant d'acharnement par les pro players, c'est important de le faire avec l'accent éclaté parce que sinon ça les représente pas assez. Eh bien, ce qui rend ce succès possible, c'est le concept, mes amis. Le concept. Quand on regarde le top 15 des meilleures ventes de consoles de tous les temps, il y a 6 consoles portables. Si on regarde le top 3, il y en a 2, dont celle en question. Cela prouve bien qu'il y a un intérêt énorme pour les consoles portables, tout comme il y en a un énorme pour les consoles de salon. C'est totalement compréhensible que certaines personnes préfèrent rester jouer tranquille chez elles devant le canapé posé, avec un écran OLED 8K gigantesque sur lequel je vais pouvoir faire jouer mes jeux en ultra avec le ray tracing activé. Ah non, ça c'est seulement le marketing d'NVIDIA, ça n'a rien à faire ici, désolé. Et c'est pour ça que selon moi, ce qu'a créé la Switch est la solution parfaite pour tous. L'hybridation. La Steam Deck, une console portable que l'on peut brancher sur une station d'accueil pour pouvoir jouer sur grand écran. La ROG Ally, une console portable que l'on peut brancher sur une station d'accueil pour jouer sur un grand écran. La Logitech G Cloud, une console portable que l'on peut brancher
Ah non, on peut pas. Clairement, je suis persuadé que l'hybride est le modèle parfait de la console d'aujourd'hui. Et c'est en très grande partie pour ça que la Switch fonctionne, même si c'est pas que grâce à ça. Faut pas oublier que chez Nintendo, le catalogue d'exclusivité est gigantesque. Évidemment, à ces machines, il leur manque encore toute la puissance qu'on pourrait avoir aujourd'hui, à cause de leur format réduit. On est encore assez loin des performances qui sont délivrées par une PS5 ou une Xbox Series X. Mais en supposant que la simple station d'accueil devienne un vrai dock avec un ajout en puissance lorsqu'on pose la console dessus, ça pourrait faire un bon compromis. Quand vous jouez sur grand écran, vous avez les performances dignes de ce qui se fait aujourd'hui, et en portable, vous faites quelques concessions, c'est pas trop grave, et en plus ça fait des économies sur la batterie. Croyez-moi, une console portable qui utiliserait les performances d'une PlayStation 5 ou d'une Xbox Series X, elle tient pas 30 minutes. Pour moi, la solution est donc là. Dans l'hybridation. Si on compare les deux acteurs de ce nouveau marché à côté de la Switch, la Steam Deck et la ROG Ally, on peut directement comprendre que ça pourrait fonctionner aussi pour Sony et Microsoft. La ROG Ally se contente de tourner sur Windows. À partir de là, on peut donc accéder à n'importe quel catalogue et donc lancer n'importe quel jeu. Au final, la ROG Ally, c'est un PC dans le format d'une console, et par conséquent, Asus ROG ne touche aucune redevance sur les jeux qui seront vendus pour tourner sur cette machine. C'est probablement pour ça qu'elle vaut le prix qu'elle vaut, à côté de Valve qui peuvent se permettre de vendre la version de base de la Steam Deck à 410 €, puisque même s'ils la vendent sans faire trop de bénéfices, voire à perte, comme les fabricants de consoles, ils vont récupérer en vendant un maximum sur le catalogue Steam. On parlait un petit peu plus tôt des exclusivités consoles. Nintendo a une pelletée d'exclusivités que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs sur aucune console, sur aucun PC. Et ça, c'est une force énorme pour faire vendre des consoles. Donc, que Sony et Xbox proposent leur propre console hybride serait à mes yeux la meilleure chose à faire pour rattraper leur chute, mais aussi pour pouvoir faire profiter à fond de ce que représente le Game Pass, le PlayStation Now, mais également les plateformes en cloud. Maintenant vous me direz, mais qu'est-ce qui changerait par rapport au fait qu'ils fassent moins de ventes actuellement? Tout simplement que le côté portable aujourd'hui est hyper important, et la Switch le prouve, la Steam Deck le prouve. Il ne faut surtout pas sous-estimer ça, et les ventes l'ont toujours prouvé. L'idée n'est pas simplement qu'ils arrêtent de faire des consoles de salon pour faire des consoles portables, non, c'est vraiment qu'ils fassent un mix des deux, une hybride. Non, Sony ne sont pas déjà en train de le faire, je vous vois venir. La Project Q n'est pas une console, c'est une extension, un DLC. Et franchement, je comprends pas comment Sony peut être aussi aveugle en ayant vu l'échec qu'a essuyé la Wii U, parce que c'est exactement pareil. Une manette avec un écran qui doit être connectée à une console pour fonctionner, et en plus de ça, la manette avec écran, il faut la payer encore sur le côté. La Wii U, c'est inclus. Ici, voilà, faut quand même se taper la PS5, et ça, sachant que ce produit-là, personnellement, je le vois pas en dessous de 300-400 €. Et comme je l'ai dit juste avant, il serait également très important que les marques revoient leur système d'exclusivité qui n'est plus approuvé. Nintendo a encore démontré ces 3 dernières années que les grosses licences telles que Zelda, Pokémon ou encore Animal Crossing sont des licences que les gens sont prêts à s'arracher, sont prêts à acheter une console juste pour y jouer. Et ça, on va encore en avoir la preuve dans quelques temps. Si Rockstar décide de donner aux consoles l'exclusivité GTA 6 pendant une ou plusieurs années comme ils l'ont fait avec le 5, tous ceux qui ont vendu leur console vont vite s'empresser d'aller en racheter une. Enfin, avant, ça aurait été le cas. Maintenant, beaucoup vont attendre en sachant que tôt ou tard, ça sortira quand même sur PC. Seuls les plus impatients feront le pas. Ce qui fait que forcément, même si les hybrides seraient, je pense, le meilleur moyen pour eux de se rattraper au niveau du marché qu'ils sont en train de perdre, il faudrait qu'ils fassent de gros efforts de ce côté-là aussi, sinon ils finiront engloutis par ce géant qu'est le PC gamer. Et donc voilà pourquoi je pense que les consoles de salon telles qu'on les connaît aujourd'hui sont amenées à disparaître complètement pour laisser place aux hybrides, des consoles avec lesquelles on peut jouer absolument partout où on le souhaite, quand on le souhaite, et puis quand on en a marre de les trimballer, on les remet sur la TV et on peut jouer tranquillement dans le canapé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. Évidemment, ici, c'est qu'une théorie que je me suis faite en observant le marché ces dernières années. Peut-être qu'un tout autre scénario se déroulera. Qui sait, par exemple, peut-être l'arrêt total des consoles, même hybrides. Du coup, l'implantation de leurs OS et leurs catalogues sur d'autres consoles, comme celle proposée par ROG, peut-être, et celle d'autres fabricants hardware qui s'y mettront dans un futur plus ou moins proche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché du jeu vidéo, lui, a encore beaucoup d'années devant lui, malgré une évolution moins fulgurante de ce qui nous est proposé. Reste juste à voir si PlayStation, Xbox, Nintendo et maintenant Valve feront les bons choix pour conserver leur place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me suivre sur Kik, Instagram et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.